Merci Émilie Caftan de répondre à nos questions dans la salle de tri de la Bibliothèque nationale de France, donc site Richelieu. Donc vous êtes chargée du fonds Bérurier Noir, alors plus particulièrement François Guillemot et Masto. Quel était l'état de conservation et les particularités des archives quand elles sont arrivées? Alors les archives étaient en très bon état quand on les a récupérées. Du coup, c'est-à-dire que tout était, par exemple pour les affiches étaient conservées à plat, il y avait des chemises de protection, il y avait aussi, c'était très bien ordonné avec, on peut le voir par exemple ici, à chaque fois des précisions qui permettaient de recontextualiser en fait, les archives. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des archives qui ont été utilisées et réutilisées en fait. Ça se voit que du coup, il a fallu bien les conserver et bien les ordonner, parce que François est revenu plusieurs fois dessus, que ce soit en fait pour Bérurier Noir, parce qu'il y a pas mal de photos qui ont été réutilisées après pour des dossiers de presse, pour des fanzines, ou plus tard après pour des projets littéraires. Enfin, donc c'est des archives qui ont toujours servi en fait un peu de vivier, et où il est retourné, et du coup de fait ça avait besoin d'être bien conservé et bien ordonné. Et aussi parce qu'au moment du don, en fait, il est vraiment aussi revenu sur ces archives pour repréciser certaines choses, pour faciliter aussi derrière le travail d'archivage. Le visuel est très important parce qu'on est en fait dans le régime du do-it-yourself, donc il y a énormément de matériel graphique, il y a énormément de photos, notamment pour Masto en fait, qui était le photographe du groupe. Et pour François, il y a aussi du coup énormément d'œuvres graphiques, mais qui datent aussi de la période du lycée, des beaux-arts, et qui s'est poursuivie par la suite. Donc il y a une dimension visuelle en fait du fond qui est assez importante en fait. Et il y a une très grande variété de supports aussi, c'est ça qui est assez particulier pour ce fonds-là en fait, c'est qu'on a vraiment à la fois du coup des photographies, des accessoires de scène, des objets, des documents audiovisuels, des films qui servaient en fait, des films rhodoïdes en fait qui servaient à reproduire en fait les jaquettes des cassettes ou des vinyles, voilà, des maquettes d'albums, des dossiers de presse, des documents aussi plus administratifs, voilà, puis une importante documentation aussi, c'est assez présent dans le fond de François, une documentation qui permet aussi de se renseigner un peu sur le bain culturel dans lequel évoluait le groupe, et puis aussi une source d'inspiration en fait par rapport au contexte politique et social de l'époque. Et quelles sont les principales difficultés pour inventorier et conserver de tels fonds d'archives? Il n'y a pas tant de difficultés, c'est surtout que comme il y a une très grande variété de supports, ça demande beaucoup de traitements adaptés et particuliers pour chaque type de support. Donc à chaque fois, on va se demander quelles sont les conditions de conservation de ces documents ou de stockage. Par exemple, dans le fond, il y a des très grandes affiches. Ces affiches, en fait, on va les conserver à plat, mais il nous faut des rayonnages de grande dimension, qui ne se trouvent pas nécessairement sur le site Richelieu, mais sur un autre site. Donc il faut qu'on réfléchisse à ça. Il peut y avoir aussi des matériaux qui sont plus ou moins fragiles. Il y a beaucoup de matériaux plastiques, en fait. Donc ça, par rapport à la pérennité en fait, de ce matériel-là, voilà, on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. Il y a les documents audiovisuels aussi. Donc ça, pareil, c'est des documents qui sont traités dans un autre département et qui sont conservés dans un autre département. Donc voilà, il y a des questions en fait, de conservation et de stockage qui vont être adaptées. Aussi pour les conditions de communication, par exemple, dans le fond, il y a des sabres, on a vu, il y a un croc-de-boucher. Bon, ça, c'est des objets, en fait, on ne va peut-être pas les communiquer en salle de lecture comme on communique un manuscrit lambda. Donc en fait, c'est à chaque fois ce travail qu'il a fallu faire de dire « Ah, là, on a ça, comment on va le traiter, comment on va le communiquer, et comment on va aussi le signaler ?» Parce qu'on adapte aussi ce signalement-là en fonction des documents. Par exemple, dans le fonds de François, c'est intéressant parce qu'il y a une importante documentation qui peut intéresser un public autre qu'un public qui s'intéresserait en fait à Bérurier Noir. Donc là, on va décrire en fait ces documents dans Bibliothèque, Archives et Manuscrits pour voir en fait le regard, restituer un peu le regard que portait François en fait sur ces archives, mais on va aussi le décrire dans le catalogue général.
qui, pour des imprimés, a une visibilité un peu plus large et peut intéresser des personnes qui s'intéressent, par exemple, à l'Asie ou qui s'intéressent à des revues d'extrême droite et d'extrême gauche, enfin voilà, pour avoir des consultations en fait très, très larges. Vous avez évoqué l'aide que peut représenter François et Masto. Alors comment sont-ils associés à ce travail d'inventaire? Alors tout simplement en fait il faut savoir que on ignore un peu tout des documents de leur vie d'avant en fait, avant qu'ils arrivent à la BNF. Donc ces documents et ces objets, ils ont une histoire. Alors des fois, il y a des traces, donc on arrive, il y a des traces d'épingles, il y a parfois des traces de moisissures, donc on arrive à savoir un peu quelle circulation ils ont pu avoir, mais il y a beaucoup de choses aussi qui nous échappent, donc on fait souvent appel aussi aux donateurs et aux producteurs des archives pour connaître en fait un peu cette histoire d'avant leur arrivée, qui peut nous renseigner sur le contexte de création, le contexte de production, mais aussi les tris et les sélections qu'il y a pu avoir, parce qu'il y a peut-être des absences dans ce fond. François tout à l'heure parlait en fait par exemple des fichiers de fans en fait qu'il avait détruits. Donc ça c'est intéressant aussi que nous on le sache, parce que c'est quelque chose qu'on peut signaler. Vous n'allez pas trouver ça parce que voilà, il s'est passé ça. Et donc il y a un dialogue qu'on a besoin d'instaurer. Et puis c'est aussi, moi je les sollicite aussi régulièrement pour juste identifier des documents et contextualiser aussi certains documents. Par exemple, avec François, on a pas mal, mais avec Masto aussi, on a pas mal travaillé sur les photos. Voilà, pour savoir quel concert c'était, s'il se rappelait de qui était le photographe, dater des photos aussi, parce que des fois on ne se souvient pas très bien. Et c'était marrant parce qu'en fait il me disait ah mais tel tatouage, ah oui, alors si là j'ai tel tatouage, c'est avant telle date, voilà. Donc des fois c'est des petites choses comme ça qu'on peut pas deviner. Idem, en fait il y avait des maquettes de pochettes d'albums que je n'arrivais pas à retrouver. Et en fait c'était des maquettes inédites en fait qui n'avaient pas été réutilisées. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Ou dans la chambre de François, il y avait un pantin punk. Typiquement, cette pièce-là, je lui ai posé pas mal de questions dessus pour savoir mais c'était où exactement, qu'est-ce que t'en faisais, enfin voilà, parce que c'est une pièce un peu emblématique, un peu particulière, mais pour autant, il faut parfois avoir un peu de contexte pour mieux la comprendre. Donc c'est comme ça qu'on va un peu les solliciter, voilà, l'un et l'autre. Émilie, est-ce que vous pouvez nous indiquer pourquoi ces fonds ont une place particulière, une place en quelque sorte à part au sein de la BNF, au sein du département de la musique? Déjà, je pense que ça a une place à part au niveau national, si on peut dire, parce que c'est vraiment les premières archives en fait, du mouvement punk qui sont conservées dans une institution publique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'archives en fait, du punk, mais c'est juste que du coup, les archives du mouvement punk, jusqu'à présent, elles étaient quand même plutôt conservées par les acteurs eux-mêmes du punk, voilà, avec des valeurs qui sont du coup l'autonomie et l'auto-organisation, ce qui fait qu'on ne va pas nécessairement verser ces archives à la BNF. Pour autant, voilà, c'est important que ces archives soient dans une institution publique pour des questions d'accessibilité, de pérennité aussi de ces archives sur le temps. Donc ensuite, c'est des archives en fait, qui vont au-delà d'archives de création d'un groupe de musique. C'est-à-dire que c'est des archives qui commencent dans la jeunesse de François et qui vont jusqu'à aujourd'hui, qui s'étendent vraiment sur un temps très long. Du coup, ça permet d'appréhender en fait, le punk sur le temps long. Et c'est aussi les archives plutôt d'un mouvement culturel en fait, qui ne s'arrête pas à la musique, mais qui va s'intéresser en fait, à un esthétique, au réseau, à une dimension économique du punk, enfin, avec des thématiques beaucoup plus larges en fait, que les simples archives de création d'un groupe. Voilà. Aussi parce que, en fait, comme on est dans l'ère en fait, du do it yourself, toute la chaîne de production du groupe est conservée entre les mêmes mains. Donc ça permet à la fois de voir donc la création évidemment, mais aussi la fabrication des disques, la promotion, la scène, toutes ces étapes-là en fait, qu'on n'a pas nécessairement en fait, dans un même fonds d'archives. Et aussi, ce que je trouve important, c'est la dimension personnelle de ces archives. C'est-à-dire qu'on est dans l'histoire du punk, mais on est aussi dans l'histoire et dans le parcours de vie de deux individus, et sur un ton qui peut être assez long.
Et donc c'est aussi intéressant de voir, le punk c'est un mouvement de la jeunesse, mais qu'est-ce qu'on garde de ces expériences de jeunesse? Comment on vieillit avec le punk? Qu'est-ce qu'on garde de ses valeurs? Qu'est-ce qu'on peut rejeter aussi de ses valeurs? Et ça peut être, je trouve que c'est intéressant de voir dans le parcours aussi de François et de Masto aujourd'hui, justement ces petites choses qu'ils ont conservées et voilà, de trouver le fil conducteur aussi de tout ça en fait. Par exemple dans Masto qui fait des ateliers en prison, voilà, c'est une forme d'engagement je pense et des valeurs qu'il a héritées en fait de ces périodes de jeunesse. Et ça c'est quelque chose d'assez universel aussi pour tout le monde en fait, d'avoir une histoire individuelle dans une histoire beaucoup plus large et beaucoup plus collective. Voilà. Et idem pour François, d'arriver à apercevoir un intérêt pour l'Asie très tôt, qui va en fait prendre de plus en plus de place et expliquer aussi pourquoi aujourd'hui il est ingénieur de recherche au CNRS. Voilà. Merci Benoît Caimal de nous recevoir ici au département de la musique à la BNF. Vous êtes en quelque sorte à l'origine du dépôt des archives de François et de Masto. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le département de la musique de la BNF, que l'on associe généralement à la musique dite savante, s'est tourné vers cette forme de contre-culture? Alors, le département de la musique, il reçoit le dépôt légal de la musique notée, c'est-à-dire les partitions, les notes de musique. Et le dépôt légal, par définition, ça ne fait pas de tri. Donc, on trouve tout type de musique, et pas uniquement de la musique savante, dans les collections du département de la musique. Donc, par nature, tous les mouvements musicaux peuvent prétendre à se retrouver dans les collections de la Bibliothèque nationale par le biais du dépôt légal. Après, effectivement, là où il y a eu un petit changement d'approche, c'est par rapport à la collecte d'archives. Donc on n'est plus dans le dépôt légal, mais bien dans la recherche de sources primaires, où effectivement le département de la musique, jusqu'à présent, s'intéressait essentiellement aux compositeurs de musique dite savante et pas du tout à d'autres types de musique, mais au-delà même de contre-culture, de la musique populaire, chansons populaires, et voilà, on n'allait pas prendre ce type de fond-là. Et en fait, c'est une volonté du département, mais soutenue pleinement c'est une volonté d'établissement, de véritablement rendre compte de la totalité de l'histoire musicale en France, dans toute sa complétude et pas uniquement dans son aspect musique dite savante. Et donc c'est comme ça que lorsque Mathias Auclair, le directeur du département, est arrivé et a pris ses fonctions en 2016, il avait notamment pour mission d'élargir la collecte d'archives vers un nombre plus important, vers un champ beaucoup plus large de musique et plus uniquement sur la musique savante. Donc pour vous dire, musique savante, c'était dans un sens très très restrictif, puisqu'on a commencé déjà par aller recueillir de la musique de film, des compositeurs de musique de film. Ce n'était pas considéré avant comme de la musique savante. Pourtant, vous avez beaucoup de compositeurs de musique de film qui composent aussi de la musique, entre guillemets encore une fois, savante par ailleurs. Mais on était déjà plus suffisamment dans le côté, dans le périmètre à l'époque du département de la musique. Donc ça, on a commencé par la musique de film et puis forcément aussi on s'est intéressé aux autres types de musique et contre-culturelle aussi. Et le punk et le rock alternatif font partie de l'histoire musicale française. Donc à ce titre-là, il n'y avait pas de raison qu'on ne commence pas à s'y intéresser. Alors, les membres des BERU, pourquoi? Parce que, en fait, forcément, on s'intéresse de prime abord aux groupes ou aux compositeurs qui ont marqué le genre musical donné. Donc forcément, spontanément, on vous parle opéra, spontanément, vous allez penser Wagner, Mozart. Là, on vous parle de punk en France ou de rock alternatif, spontanément, parmi les groupes qui vous viennent en tête, il y a évidemment Bérurier Noir à une place tout à fait particulière. Et puis par ailleurs, pourquoi est-ce que j'avais pensé à eux? C'est que je
savais que François était ingénieur de recherche au CNRS. Et donc, je me disais, en m'adressant à François, je vais m'adresser à quelqu'un qui va être, a priori, la démarche va lui parler. Il est chercheur, il a soutenu un doctorat, il sait ce que c'est que la recherche, il sait ce que c'est que les sources. Donc, je vais lui parler un langage qu'il va comprendre immédiatement. Donc, je suis parti à Lyon pour le rencontrer. Et puis là, donc, j'ai pu lui exposer un petit peu les raisons de ma démarche et qu'est-ce qu'on voulait dire par tout ça. Et puis, il s'avère que les astres étaient particulièrement bien alignés puisque je suis arrivé à un moment où déjà il avait récupéré toutes ces archives qui pendant longtemps avaient été éparpillées un petit peu partout, donc il les avait récupérées il y a quelques temps de ça. Puis surtout, il s'apprêtait à déménager. Donc il était lui-même dans une démarche où il se posait la question, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces archives? Donc, j'ai eu de la chance, si je puis dire, je suis tombé au bon moment. Au moment où il se posait ces questions-là, je lui ai fait ce message, donc il était très, très enthousiaste. Après, dans la foulée, Paria qui m'a appelé, donc qui était présent à ce rendez-vous pour justement évoquer ça avec lui aussi, m'a rappelé quelques jours après en me disant j'ai eu Masto au téléphone, il s'apprête à vider son appartement, il déménage, et lui il s'apprêtait un petit peu à... Il ne savait pas trop quoi en faire. Est-ce que tu serais intéressé aussi par les archives de Masto? Et donc là, j'ai dit, oui, évidemment. Et donc, on a eu 3 jours pour se retourner, pour trouver une voiture, pour aller dans le 10e, puisque si mes souvenirs sont bons, il habitait dans le 10e à l'époque, pour aller récupérer. Donc là, je ne l'avais pas rencontré avant, on avait échangé très très rapidement par téléphone, mais je suis arrivé avec ma voiture, prêt à charger ces archives. Et c'est là où il m'a dit, mais j'en ai beaucoup d'autres en Corse, puisque lui aussi était très... parfaitement conquis par cette démarche lui aussi. Donc je suis donc allé plusieurs fois voir les archives que François avait dans son appartement. Ce qui m'a permis, c'est ce qu'on fait toujours quand on va chercher un fonds d'archives, on fait d'abord ce qu'on appelle un aller-voir, c'est-à-dire on va déjà voir exactement ce qu'il y a dans ces archives, qu'est-ce qu'elles contiennent. Voir aussi quelle est la volumétrie, parce que derrière, pour nous, ça veut dire trouver de la place dans nos magasins pour pouvoir accepter toutes ces archives. C'est aussi voir tout simplement la situation sanitaire de ces archives, parce que si elles ont été conservées dans un endroit plutôt sec, avec une bonne circulation d'air, etc., tout va bien. Mais elles peuvent avoir été conservées dans des caves un peu humides ou autres, et on va trouver des traces d'humidité, de moisissure. Et là, on ne peut pas faire rentrer de la moisissure dans nos magasins, puisque là, on met en péril toute la collection du magasin, bien au-delà. Donc ça nous oblige derrière à faire rentrer ces archives dans un circuit sanitaire pour les désinfecter avant de pouvoir les intégrer dans nos collections. Donc c'est pour ça qu'on fait un aller-voir, pour vraiment un petit peu aussi voir ces questions purement logistiques. Et puis après, on est venu avec un collègue et un camion, et puis on s'est garé devant chez François, et on a fait les cartons, et puis on a chargé le camion, on est monté sur Paris avec les archives. En quoi ce fonds est exceptionnel? Alors ce qu'il a exceptionnel, c'est déjà on a vraiment un fonds qui embrasse un peu toutes les facettes des Berus, et au-delà des Berus, puisque c'est souvent par commodité, on résume ça aux archives des Berus, mais en fait ce sont les archives de Masto et de François. Donc ils ont eu une vie avant les Berus, ils ont eu une vie après les Berus, et ces archives reflètent la vie de François et de Masto. J'entends la vie artistique de François et de Masto. Donc ce qui est justement assez admirable, c'est que l'on voit justement sur la très longue durée, ce n'est pas un instantané, 2-3 ans, des archives qui couvrent seulement 2-3 années de pratique artistique, mais bien on est sur plusieurs décennies. Et puis, il y a de tout.
C'est-à-dire il y a aussi bien des textes que de la documentation, que de l'iconographie. Donc ça permet donc des collections de fanzines, des documents relativement au mouvement des squatteurs. Enfin, ça touche à tout, ce qui permet d'avoir une vision bien au-delà de la simple musique. On n'a pas juste des partitions de musique avec la musique des Berus dessus. Non, c'est vraiment les Berus et toute cette musique-là dans leur ensemble. J'ai envie de dire un petit peu comme le concevait Wagner, où pour lui, un opéra, c'est il se devait de tout faire, le livret, la musique, parce que c'est un tout. Là, on a vraiment ce reflet du tout, et c'est ça qui est absolument exceptionnel. Et puis, c'est pareil, c'est ce que je disais, c'est que j'espérais bien que François serait sensible à la démarche de la Bibliothèque nationale. Après, moi, la grande inconnue que j'avais, en revanche, c'est est-ce qu'ils ont conservé des choses? Est-ce que c'est, comme on est dans des groupes, dans une culture un petit peu underground, où le côté qu'on peut s'imaginer en tout cas de non, on ne laisse pas de traces, on veut tout supprimer, voilà. Est-ce que justement, on va en avoir le reflet de ça dans les archives, c'est-à-dire que rien n'a été conservé, et l'heureuse surprise, c'est qu'en fait, voilà, il y avait des mètres et des mètres linéaires de collection, à la fois chez François, mais aussi chez Masto. Est-ce que vous souhaitez accueillir des archives d'autres groupes issus du mouvement punk ou plus largement alternatifs? Oui, bien sûr, parce que pour nous c'est très important de poursuivre. Le fait d'avoir intégré aux collections nationales les archives de Masto et de François, c'est pas simplement ni pour faire un coup médiatique, ni pour se dire bon voilà, ça y est, maintenant le punk c'est fait, on peut passer à autre chose, parce qu'on n'a qu'un aspect, on n'a que l'aspect François et Masto, et le rock alternatif, le punk, ne se limite pas à l'expérience Beru ou François et Masto, et ça va bien au-delà. Et donc oui, c'est important pour ceux qui s'intéressent à ce mouvement-là de pouvoir confronter différentes existences aussi, parce que c'est tout ça qui a fait le mouvement punk, qui continue à le faire. Et donc non seulement on souhaite poursuivre cette collecte, mais ça a déjà été le cas, puisque nous avons depuis fait rentrer le fonds de Pat Quebra de Oberkampf, qui nous a donné donc ces archives. De la même manière, Kent, qui a notamment été à l'origine de Star Shooter et puis qui a eu une vie artistique après, lui aussi a donné ses archives. Et là encore, c'est ça qui est intéressant aussi dans le fond de Kent, c'est que il y a les débuts Star Shooter, et puis il y a la suite, c'est sa collaboration avec Enzo notamment, etc. Donc ça permet aussi de voir le parcours comme ça d'un artiste. Et c'est pareil pour Pat Quebras, le fonds Oberkampf est assez remarquable, parce qu'il y a beaucoup de... c'est un autre volet, il y a des choses que l'on retrouve aussi dans le fonds François ou Masto, et puis il y a des choses qu'on ne retrouve pas, et on se dit ah oui, il y avait aussi ça, il y avait aussi cet aspect-ci. Il y avait notamment beaucoup d'archives de comptabilité dans le fonds de Pat Quebra, donc ça donne énormément d'informations sur qu'est-ce qu'était l'économie d'un groupe punk tel Oberkampf. Et puis au-delà du punk, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on cherche, c'est à pouvoir renseigner tous les courants musicaux, sans distinction. Donc oui, nous sommes ouverts, nous n'en avons pas encore malheureusement aujourd'hui, mais si demain nous pouvions avoir des fonds de rap, de reggae, de reggaeton, enfin de tout ce qu'on veut, la mission de la Bibliothèque nationale n'est pas de faire le tri entre ça c'est de la bonne musique, donc oui ça mérite de rentrer dans les collections nationales, et l'histoire de cette musique-là mérite d'être conservée, et ça, non, c'est pas de la bonne musique, donc il vaut mieux que l'humanité oublie. Ça, c'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir dire, voilà tout ce qui a fait la musique en France à un moment, dans les années 80, dans les années 2010, et de pouvoir, à un moment donné, qui s'intéresse à la musique des années 2010, quelle qu'elle soit, puisse pouvoir s'y intéresser. L'intérêt pour les artistes, c'est de pouvoir transmettre, à mon sens, à tous ceux que leur musique aura intéressé, dans le sens
pas forcément uniquement musical, mais dans le sens sociétal, dans le sens, voilà, c'est que à un moment donné, on puisse s'intéresser et continuer à s'intéresser bien au-delà de leur vivant à cette musique-là, que dans 300 ans, peut-être que quelqu'un va de nouveau s'intéresser à de la musique qu'aujourd'hui on a oubliée, parce que c'est passé de mode, parce que voilà, mais peut-être que voilà. Donc pour moi, c'est simplement, à un moment donné, j'ai presque envie de dire qu'ils le veuillent ou non, ils ont marqué l'histoire de la musique en France, ils en ont fait partie, ils ont participé de cette histoire. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir permettre aux générations futures de continuer à se documenter autour. Après, je conçois qu'on n'ait pas envie de le faire. Ça, c'est la liberté totale de l'artiste, et pour nous, il n'a jamais été dans notre idée d'essayer de convaincre au-delà du raisonnable un artiste qui ne veut pas donner. Ce qu'on souhaite en tout cas, c'est que tous les artistes musiciens puissent se dire que potentiellement la Bibliothèque nationale peut être intéressée par leurs archives. Après, qu'ils connaissent notre existence. Si derrière ils ne veulent pas donner parce qu'ils ne veulent pas que, justement, ça peut être aussi une volonté artistique forte de dire non, je ne veux surtout pas qu'on se souvienne de moi. C'est tout à fait louable. Et dans ces cas-là, effectivement, il ne vaut mieux pas qu'ils donnent à la Bibliothèque nationale. Mais en revanche, si à un moment donné ils se posent cette question-là, ça serait dommage que tout soit perdu parce qu'on s'en rende compte trop tard et que les archives soient dispersées. Un t-shirt comme ça peut, oui, ça peut intéresser la Bibliothèque nationale parce que c'est marqueur d'une époque, c'est quelque chose qui à un moment donné, aujourd'hui c'est banal, mais dans 150 ans, est-ce qu'on se souviendra que c'était ce genre de vêtements que portaient les punks, de même que ces dessins, que d'autres fanzines, enfin voilà. Donc c'est un petit peu la raison d'être de cette exposition, c'est de donner aussi potentiellement idée à d'autres artistes qui viendraient la voir, de se dire, oui, en fait, moi j'ai aussi des choses qui pourraient intéresser la Bibliothèque nationale. Et puis nous avons aussi, parmi les autres mises en valeur du fonds, il va y avoir de la numérisation, puisque dans leur, justement, François et Masto ont voulu faire un don entier de leur collection et pas uniquement, le plus large possible, et donc pour tous les documents dont ils avaient la pleine et entière propriété intellectuelle, pour que nous puissions les mettre en ligne sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF. Donc là, nous allons commencer à numériser certains de ces documents, ça va arriver progressivement, on ne va jamais pouvoir numériser l'intégralité du fonds, mais en tout cas, une partie du fonds sera numérisée et accessible à n'importe qui aura un site internet.